Quand je suis arrivé, moi, en Algérie, affecté au 3e bataillon, la 10e compagnie, on était à Makman, à Intouta. Ensuite, on a été au Tamaris, on était aux gorges d'El Kantara et El Outaya, où on surveillait on avait créé des postes le long de la voie ferrée pour faire les reconnaissances des voies de chemin de fer pour protéger les convois de pétrole qui venaient d'Assim et Saoud. La draisine passait le matin avec un convoi de militaires pour contrôler s'il n'y avait pas eu des dégradations dans la nuit. Malheureusement, ils ont commandé les mines à distance, c'est-à-dire que la nuit, ils cachaient les mines de telle façon qu'on ne puisse pas les découvrir. Et quand le train passait, ben, ils faisaient sauter la baraque. Ça, c'est les récupérations avec le drapeau FLN. Ça, c'est les récupérations au cours d'une opération dans la montagne. En dehors de récupérer les fusils des prisonniers, des morts, et en même temps, on trouvait des cachettes où il y avait de la nourriture en réserve, enfin surtout des boîtes de conserve ou des trucs comme ça, et en même temps des armes et des munitions, quoi. Il y avait beaucoup de fusils de chasse, mais là, il n'y en a pas beaucoup, hein, des fusils de chasse. Après ce que je vois, il y en a un, là. C'est des opérations qu'on menait ponctuellement dans les endroits les plus reculés des Aurès, quoi, hein. On allait à Aris, on allait des gorges de Tiranimine. D'ailleurs, je dois avoir des photos des gorges de Tiranimine. À Ras El Ayoun, on couchait dans un ancien cochonnier et on avait chacun enfin, on était à 2 par piole, mais c'est des pioles qui faisaient 5 mètres non même pas, 5 mètres sur 2 ou 3, ça faisait une dizaine de mètres carrés, quoi. On avait nos 2 lits qui étaient l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ben là, il y avait Gérard, et il y avait Poux et moi un peu la veille ou l'avant-veille de notre départ en opération. Et derrière ce bâtiment, ce qui était un cochonnier, on avait aménagé nos chambres où on couchait 2 par 2, quoi. Moi, Gérard, je l'ai connu à Ras El Ayoun.
Il a été affecté là, venant du 2e RTM, 2e régiment de tirailleurs marocains. Il avait été à Rabat et il avait été dissous et du coup il s'est rapatrié, il s'est vu rapatrié au 7e RTA. Et là il était affecté en était à non, à Ain Touta il n'y était pas encore. Il est arrivé à Ras El Ayoun où il a commandé une section, quoi. Quelquefois on partait sur le terrain, on restait 2-3 jours. Hein. On partait le matin de bonne heure à 3 h du matin et on restait 3 jours. Au-delà de 3 jours, c'était rare. Le mont Refa était réputé pour contenir pratiquement le plus gros de la bande qui sévissait dans les Aurès. C'était devenu le repère de la Wilaya 4, qui agissait entre le Djourtchoura et les Aurès. Le mont Refa est un mont pratiquement sans grosse végétation, sans forêt importante ni quoi que ce soit. Au plus tu montes, au plus tu as des rochers, au plus c'est rocailleux, au plus c'est désertique, quoi. Pour y accéder, il n'y a pas de chemin forestier, il n'y a pas de... C'est la pampa, quoi. Hein, Le mont Refa, il est là. C'est complètement à l'ouest de maintenant. Au pied du mont Refa, il y avait Corneille, qui s'appelle aujourd'hui Marouane, et Ras El Ayoun, c'est un peu plus haut. C'est au mont Refa qu'a été projetée la première bombe napalm en Algérie. C'était un B-29, je crois, qui partait de la base d'Oran, qui était venu et qui avait balancé du napalm. C'était en 59. C'était en mois de mai-juin 59. Et là, on a vu de loin avec des jumelles, on a vu des hommes en flammes et compagnie, quoi. Ça projetait des flammes à des distances, en plus de la chaleur que ça dégageait. Le type qui était pris dans le rayon du napalm, il s'en sortait pas, quoi. On est parti à 3 h 30 du matin de Ras El Ayoun en convoi qui nous a laissés au bord de la départementale, et là on est parti à pied. Il y avait le 18e RCP qui grimpait au mont Refa, et nous étions en tant que 3e bataillon de tirailleurs en appui de ces parachutistes. Il y avait 3 compagnies
Du 7e bataillon, il y avait 600 personnes. 600 personnes, mais étalées sur des kilomètres, quoi. Il n'y avait pas de chemin, c'était on grimpait le long de la côte. Là, en montagne, on ne parle pas de kilomètres, mais on a fait presque 1h30, 2 heures. Donc, il devait être 8h, 8h30 quand on est arrivé. Le jour s'était levé, donc je veux dire, on était en état de marche pour tous se retrouver en haut du sommet, quoi. Arrivé à un faux plat, on s'est arrêté pour respirer un peu et à partir de là, quand on a voulu redémarrer, on a été pris sous un feu nourri des félagas. Ils étaient à peu près à 150 mètres, 200 mètres. Hein. Mais ils dominaient, ils étaient sur la crête du mont Réfa. Et donc, ils nous tiraient dessus comme des lapins, quoi. Hein. C'était facile. Et on a été tellement surpris, parce qu'auparavant, il n'y a pas eu un coup de fusil, il n'y a pas eu un coup de feu, jusqu'à ce qu'on arrive à se mettre plein ou à s'y reposer 30 secondes. Enfin, 30 secondes. 10 minutes, un quart d'heure, et quand on a redémarré, ça a été la panique monstre, quoi. Alors bien entendu, quand il y a eu les premiers coups de feu, tout le monde s'est mis derrière un rocher, tout le monde s'est protégé. Ils ont pris tous peur, hein, c'était des appelés, hein, c'était pas des... Il y avait énormément d'appelés, notamment des pieds noirs. Ils se sont planqués de suite. Il y en a qui étaient à 4 ou 5 sous un rocher, dans lequel il y avait de la place juste pour une personne, quoi. J'ai cassé ma canne, j'avais une canne, d'ailleurs je l'ai sur une des photos, là. J'avais cassé j'ai cassé la canne sur le dos d'un mec qui était caporal-chef, qui ne voulait pas m'accompagner. Il était dans un trou, il tremblait comme une feuille au vent, et impossible de le déloger de là. Et c'est là où je me suis aperçu que la peur, ça figeait un bonhomme, il est tétanisé. Les gens sont tétanisés par la peur et impossible de les faire réagir. Hein. Gérard a été blessé, ça a été le seul de sa section qui a été blessé parce que comme d'habitude, en tant que chef, il marchait devant sa section. Il était donc en première ligne et les félagas, certainement avec des jumelles et tout, avaient repéré le chef. Il a été touché par une balle shrapnel, c'est-à-dire ce sont des balles qui rentrent mais qui labourent la chair. C'est-à-dire que sous l'omoplate, il avait un trou qui correspondait à une bouteille de bière, quoi. Il est tombé par terre et son adjoint, qui était un sergent-chef nouvellement affecté au 7e, à la 10e compagnie, il était à peu près à 50 mètres de lui quand ça s'est passé, mais il n'a pas eu le courage d'aller le chercher, quoi. Il s'est replié, il a mis ses gens à l'abri. Et l'ordonnance que nous avions, Beka Kria, le tirailleur Beka Kria, a demandé aux radios de la section de m'appeler.
Et moi, j'étais à peu près à 300 mètres sur la droite. Et à ce moment-là, il m'a dit, voilà, le chef est blessé, il faut venir le chercher. Et sachant que les Félagas, ils attendaient qu'on vienne chercher les blessés ou les morts, ils arrêtaient les tirs de suite. Mais ils attendaient que quelqu'un vienne le chercher pour pouvoir tirer dessus, quoi. Et là, moi j'ai pris mon courage à deux mains. Il n'y a pas à hésiter, il faut absolument le sauver. Donc, mais l'adjoint de Gérard n'a pas voulu venir avec moi. Et c'est Béka Cria qui s'est porté volontaire pour venir avec moi. On est parti donc sur le côté en se cachant derrière à une falaise. On a rampé tout le long pour pas se faire, pour pas donner une image pleine de notre corps. J'avais demandé au patron de la compagnie de couvrir par du feu nourri l'opération en question. Et effectivement, ça tirait un peu dans tous les sens. Et c'est là que j'ai pu récupérer Gérard. Je l'ai mis sur mon dos, en rampant à moitié, enfin je l'ai tiré pendant un bon bout de temps, jusqu'à un endroit plus ou moins protégé par un rocher. Et de là, avec l'épaule, sur l'épaule, je l'ai descendu à peu près à 80 mètres de dénivelé. Et il était conscient en plus. Et il m'a dit, fais gaffe, ils vont tirer dessus. On s'est arrêté un moment parce qu'il avait besoin de souffler, et nous aussi. Et là, le sergent-chef qui était infirmier du bataillon est venu, parce que bien entendu, tout le monde était au courant, parce que par radio on communiquait. L'infirmier est venu, le temps de désinfecter sa plaie, le temps de tout nettoyer correctement, de lui mettre le pansement plein, le trou. Ensuite, il a mis du sparadrap de partout, quoi. Le problème, c'est qu'on ne savait pas comment faire pour lui faire un garrot. On a essayé autour du cou et autour du bras, on a essayé de comprimer le sang, mais ça coulait quand même. On a fait ce qu'on a pu, et puis le Toubib qui est venu en hélicoptère, il a dit bon, mais il s'en sortira, il y a énormément de sang, parce qu'on avait mis en plus de ça une partie du chèche dans la plaie pour éviter que ça coule en permanence, quoi. En dehors de la balle qui avait fait un trou énorme à la sortie, il n'y avait aucun organe touché. Le tout, c'est qu'il faut qu'il soit évacué parce qu'il perd trop de sang et qu'il faut l'opérer de suite, quoi. On a continué à progresser ensuite, et puis on est arrivé au sommet en liaison avec les parachutistes et compagnie, quoi. Pendant ce temps-là, Gérard a été évacué par hélicoptère, mais je sais pas, je crois qu'il a été sur l'hôpital de Batna au départ, mais après, parce que nous on a continué, hein, notre progression et compagnie. Après, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et c'est les parachutistes qui ont délogé les Félagas après. Nous, on est redescendus, on nous a donné l'ordre de repli, donc on est redescendu. Les avions ont balancé du napalm pour essayer de faire fuir l'ennemi, et l'ennemi est parti, il est parti en laissant des cadavres sur place et compagnie, quoi.
Ça a bien duré 1 heure quand même. Enfin, j'ai plus tout à fait la notion parce que dans l'action, on ne se rend pas compte du temps passé, mais on ne se rend pas compte du danger. D'ailleurs, on agit un peu comme un automate, hein, sans réfléchir à quoi que ce soit, hein, si ce n'est que de sauver enfin, de ramener le cadavre soit d'un mort, soit d'un blessé. Les parachutistes ont perdu ce jour-là 18 personnes parce qu'ils ont été, 3 jours après, ils ont été enterrés à Batna. Il y avait un vrai convoi de cercueils. Ils étaient 18 au moins à avoir été tués, quoi. Mais certainement que Gérard aurait fait la même chose. On était tellement liés tous les deux qu'il n'y avait pas de problème. Hein. Il n'y avait pas de problème. Il y a eu des périodes où on n'était peut-être pas toujours d'accord sur le principe des interventions ou la façon dont on recrutait les personnels ou un truc comme ça, mais c'était un chef, il était toujours devant, toujours prêt à commander ses hommes, mais il était devant, il n'était pas derrière. Les gens ont été choqués, bien entendu, hein, parce qu'il y en a certains qui ont pleuré, certains de ces tirailleurs qui ont pleuré, alors que normalement, en temps d'opération, on ne pleure pas. Hein. Mais le détail des opérations qu'on a menées avec Bécain Cria, je suis incapable de pouvoir les décrire détail par détail. C'est Bécain Cria qui a pris son fusil d'assaut. Il avait un fusil américain comme moi. Et impossible de savoir ce qu'est devenu son... Je ne sais même pas s'il a perdu, si le casque est resté sur place et si le casque avait été enlevé ou quoi que ce soit. Je n'ai aucun souvenir du détail. C'est tellement flou dans mon esprit, avec la seule idée de pouvoir le sauver de là, parce qu'il se serait relevé éventuellement, les gens qui l'avaient visé, ils attendaient que ça, hein. Ils attendaient qu'il se relève, ou ils attendaient que quelqu'un vienne le chercher, quoi. C'était de bonne guerre, c'est comme ça que ça se passait. Bon, il fallait le savoir, mais avec l'expérience, tu t'en aperçois rapidement, hein. Combien de jeunes sont morts devant nous et qu'on n'a pas pu récupérer dans l'immédiat. Et certains ne seraient peut-être pas morts si on avait pu, mais on était pris sous un tir tellement important que il fallait avoir du courage, avoir de la courage.
c'est même pas du courage, il fallait avoir de l'inconscience pour aller le chercher, quoi. Mais enfin, on était tellement liés tous les deux que il m'était impossible, d'ailleurs, Bécacria, notre ordonnance, qui était donc à Raser-la-Lune avec nous, il a de suite eu le réflexe de m'appeler en disant il faut venir, quoi. Hein. Je vais aller avec vous, je vais aller avec toi, parce qu'il me tutoyait, je vais aller avec toi, il faut sauver le chef, et voilà. Voilà comment ça s'est passé.